Tu veux quoi, bouffon? Votre attention, s'il vous plaît. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements. Une première ce soir, c'est le Hip Show! En exclusivité sur YouTube tous les lundis soirs, deux chroniqueurs que tout oppose se réuniront pour vous faire une synthèse hebdomadaire sur le basketball. Bonjour et bienvenue à tous pour ce troisième épisode de cette 8e semaine de NBA sur le Rip Show. Et aujourd'hui on se retrouve pour direct rentrer dans l'art, dans les injuries. Et on attaque directement avec la blessure de 2 semaines de Dejounte Murray, qui sera écarté à cause de sa cheville. Un petit peu négatif pour les Hawks, sachant qu'ils passent une mauvaise semaine déjà sans lui. Et si c'est pour 2 semaines, je pense que l'effectif des Hawks va un petit peu être dans le dur parce qu'on sent qu'il se repose sur son bas court et que si son bas court est amputé d'une de ses deux têtes, ça va être difficile. On a également beaucoup de day-to-day cette semaine avec l'effectif des Nets qui a été en day-to-day et qui d'ailleurs a réussi à choper une win super importante avec la seconde unit face aux Indiana Pacers. Love et Mitchell également en day-to-day, Luka Doncic, De'Aaron Fox. Petite mauvaise nouvelle, trash talk en avait parlé, mais c'est vrai qu'il commence à accumuler les petits bobos, les petites blessures à droite à gauche, et donc là il a un petit problème au pied. On espère que ça va pas stopper cette winning streak et cette bonne dynamique chez les Kings. Et puis on a aussi quelques soucis en termes de blessures du côté des Lakers avec Wenyen Gabriel, certes qui est un role player, mais qui son absence se fait ressentir au sein du banc parce qu'il apporte beaucoup de dynamique, de physique et de hustle. Donc ça, c'est un petit peu négatif et je pense que c'est aussi un facteur sur les défaites qui ont suivi cette semaine. Ingram, toujours out avec un petit souci à l'orteil. J'ai vu sur l'Injury Report qu'il serait sûrement présent mercredi, si je ne dis pas de bêtises. Et puis on a ce soir Booker qui est out. À l'heure où on enregistre, le match a déjà commencé, donc il ne sera pas là. Ça fait un petit peu écho à cette semaine un peu catastrophique dont on aura l'occasion de parler tout à l'heure, parce qu'il est vraiment catastrophique, c'est vraiment très clivant par rapport à la semaine dernière. Mais bon, on lui souhaite un bon rétablissement. Et puis, mauvaise nouvelle pour les Wizards, ça va aussi dans le prolongement de cette mauvaise performance, cette losing streak de 4 défaites. Avec l'absence de Bradley Beal qui a un problème aux ischio-jambiers. Unique bonne nouvelle, c'est le retour de LaMelo Ball qui sera dans les semaines ou les jours qui arrivent. Il est listé en day-to-day, je crois, sur l'Injury Report du côté des Hornets. Et on notera également la blessure à l'ischio-jambier, comme Bradley Beal, de Colin Sexton du côté des Utah. Et j'avais oublié aussi de mentionner le fait que Mark Allen est malade. Donc il est listé dans les Injury Reports en tant que illness. On lui souhaite un bon rétablissement. Et on attaque avec les trade rumors, la rubrique qu'on préfère le plus parce qu'on y passe beaucoup trop de temps pour se faire des films dans nos têtes. Et on a directement une bonne rumeur qui va dans cette vibe négative du côté des Wizards avec Kyle Kuzma qui est listé dans les rumeurs de trade, notamment Sacramento, New York et les Suns qui seraient intéressés par son profil. On a vu que Sacramento serait intéressé pour construire autour de Harrison Barnes et Davion Mitchell un trade pour récupérer le poste 3-4 qui fait, ma foi, un début de saison extrêmement convaincant. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça pourrait apporter quelque chose de positif dans cet effectif des Sacramento? Alors, l'ajout d'un joueur comme Kyle Kuzma serait très intéressant pour Sacramento, parce qu'il est assez, j'ai envie de dire versatile, mais versatile, ça comprend aussi l'aspect défensif et c'est pas tout à fait le cas. Il est vraiment, il apporterait une autre dimension en termes d'attaque pour les Kings en fait, avec vraiment une menace à 3 points et une possibilité de même une simple, une variabilité offensive en fait, qui serait plus intéressante. Ce serait un vrai mais pour moi, on a vite fait aborder le sujet en off et pour moi, ce serait une erreur, mais assez magique d'envoyer un tel package pour Kyle Kuzma. Pour moi, Harrison Barnes, taulier, vétéran, shooter impeccable, vraiment cadre et depuis maintenant belle lurette des Kings.
et Davion Mitchell, avec le surnom Off Night, le vraiment défenseur aguerri, vraiment relou, qui est seulement en sa deuxième saison, qu'on aurait pu penser voir évoluer plus longtemps chez les Kings, essayer de monter, gravir les échelons et atteindre jusque dans le 5 en étant établi. Pour moi, c'est vraiment un package pour aller chercher un joueur calibre All-Star, ou un joueur qui au moins l'a été, ou voilà. Donc pour moi, ce serait vraiment trop dommage d'en arriver là. Euh, Ce serait vraiment un trop gros package, mais je vois l'intérêt qu'ils peuvent en avoir. On est d'accord, et je pense que Davion Mitchell, c'est quelque chose qui ne se trade pas, surtout après une deuxième saison. Et comme tu l'as mentionné, il a des qualités défensives, Ouais, il est physiques, et je impeccable, pense qu'il a vraiment. un potentiel offensif aussi qui peut être exploité. En trade rumors, on a aussi les Knicks qui, bon, disons qu'ils font tapis, ils mettent Derrick Rose, ils mettent Cam Reddish. Cam Reddish qui est vraiment pas cher, hein. Il le brade là. Sa valeur de ce que j'ai vu, c'est vraiment dû soit un second tour, soit un joueur du même calibre que Cam Reddish, mais avec d'autres qualités. C'est vraiment, en fait, c'est juste, ils ne veulent pas d'un joueur à la Reddish. Déjà, à mon avis, ils ne veulent pas de lui, mais en plus, ils ne veulent même pas de son profil, en fait. Donc en fait, là, c'est vraiment à qui veut un défenseur en 2-3. Et ben les Lakers. Parce que je crois que, pour la petite histoire, si je ne dis pas de bêtises, je crois que les Lakers avaient drafté Cam Reddish pour les Pels. Je sais plus si c'est Cam Reddish ou Jackson Hayes. Ça se trouve, je dis de la merde. Mais les Lakers, du Ah coup, non, non, c'est Jackson Hayes. C'était Jackson Hayes. Bon, bah, je dis de la merde. Mais les Lakers sont positionnés sur Cam Reddish. Euh, je me suis pas assez suffisamment penché sur le joueur pour savoir, pour vraiment jauger ce qu'il pourrait apporter chez les Lakers, mais je pense pas, par rapport à sa valeur, que je serais prêt à brader un Kendrick Nunn pour Cam Reddish. Voilà. Donc, et puis je pense que Kendrick Nunn pourrait s'exprimer au Knicks. Ce serait un trade potentiel. Nous, je sais qu'en tout cas, un Cam Reddish, en tout cas dans des équipes qui. Bon, en tout cas, à la Portland, ce serait pas forcément le plus intéressant. Vraiment, on n'aurait pas d'espace pour le faire s'exprimer. Justement, en fait, je vois pas trop dans quelle équipe il pourrait aller, justement, à part peut-être les Kings ou une équipe comme ça, en fait. Mais pour moi, c'est une équipe qui a de la place. Il faut une équipe qui a de la place, Mm. une équipe qui ait envie de le développer et de, de, de pallier en fait parce qu'il est très en dents de scie. Du coup, il peut avoir de très bonnes nuits comme une nuit vraiment cata, fantomatique. Donc, à mon avis, ça va pas être un cadre de la ligue qui va aller chercher un Reddish. C'est sûr, et je pense que les équipes, effectivement, comme les Lakers, peuvent se prononcer. Moi, je pense que je vais me pencher sur l'OC dans les heures qui vont suivre, parce que c'est vrai que j'ai pas eu le réflexe de le faire, mais nous, effectivement, il y a de la place du côté des Lakers en termes de seconde unité, et je pense qu'il y a des gars comme Bev et Nunn, pardon, qui doivent dégager pour laisser de la place à des jeunes. En autre info, on a ton petit Gary Trent qui est sur la sellette du côté des Toronto, pas surprenant. C'est évident. On le voyait venir depuis en fait le début de l'année, voire peut-être même un peu avant. Il se fait un peu tailler par le coach, par Nick Nurse. Il est vraiment en deçà de toute façon dans ses standards, que ce soit en termes de défense, en termes d'interception, même simplement de ballon. Je trouve plus le terme, mais quand tu touches le ballon et simplement tu provoques une sortie de balle ou quelque chose comme ça. Non, en vrai, il est vraiment en deçà. Il a plus l'air en confiance, même si dans le vestiaire, je ne saurais pas trop dire comment ça va, mais ça avait l'air de bien coller. Il a vraiment perdu la confiance du coach, qui en attendait beaucoup mieux, et ça semble de plus en plus évident que de toute façon, il va partir. Il est dans une contracture, si je dis pas de bêtises. C'est vraiment, c'est dommage pour lui. C'est dommage pour lui, à mon avis. C'est la fin à Toronto. Et on en parle beaucoup dans d'autres équipes. Par exemple, chez les Warriors, si je ne dis pas de bêtises. Ça a été évoqué aussi du côté des Lakers. En fait, là encore une fois, à qui veut un défenseur shooter qui a juste besoin de confiance et d'espace. Surtout que c'est un super beau profil. Je pense que c'est pas sa saison, mais la saison où il re-signe son contrat, il fait quand même une belle saison, je crois, l'année où il re-signe. Moi, je pense que c'est un problème de contexte. C'est dommage, effectivement, parce que je pense qu'il s'inscrivait dans un projet de jeunesse et de construction chez les Raptors. Écoute, ça fera probablement, enfin, en tout cas, j'espère, le bonheur du joueur, et puis le bonheur d'une autre équipe. Autre info, Cocas, notre Barclay national, a déclaré
que les Bulls devaient faire tout exploser. Qu'est-ce qu'on en pense? Rien. Je ne vais pas tailler Charles Barkley parce que lui a toujours des avis très objectifs, notamment Surtout sur Portland. The Portland Trail Blazers are going to the NBA Finals. Ouais, il l'a dit plusieurs fois. Mais Beaucoup trop. non, mais il me régale. Mais c'est pas qu'est-ce qu'on en pense, rien. Pour moi, c'est encore une fois, on en discute à côté. Mais en fait, je vois son point de vue, je vois ce qu'il veut dire. Je trouve juste que ce serait dommage de tout casser maintenant ou d'amputer l'équipe de suite, à moins que ce soit pour un petit ajustement pour un joueur qui, je sais pas. Est-ce que tu essaies de remplacer un Vucevic pour essayer d'avoir un pivot un peu plus impactant? Est-ce que tu essaies de voir pour un échange de Lavine qui a l'air un peu de stagner ou d'être vraiment dans une mauvaise saison maintenant qu'il a eu un gros contrat? Est-ce que tu changes ton 4, Patrick Williams, qui est peut-être trop jeune et pas assez talentueux en fait pour le rôle qu'on lui donne? Tout dépend. Est-ce que ça vient du coach aussi? Est-ce que tu vois? Il y a plusieurs autres pistes, mais pour moi, faut pas se précipiter. C'est pas vraiment bouton d'alarme. Ouais, c'est ça. On appuie sur le bouton panique. Non, non, allons-y doucement. L'année dernière, ça roulait très bien alors qu'il y avait tout le monde. Et encore, il y a eu des blessures. Il manque Lonzo. Il y a Lavine qui est pas dans son assiette. Il y a des Marc DeRozan qui portent tout à lui tout seul. Non, non, c'est galère. Pour moi, il y a le temps. Il y a le temps, et puis comme tu l'as dit, ils ont différents profils, différentes options à proposer en cas d'alarme, d'urgence. Globalement, c'est vrai qu'ils font pas un début de saison rocambolesque, mais on Ouais, a mais vu deux ils équipes sont se dedans, casser tu vois. les dents très tôt, et ils sont capables et des équipes comme les Nets, comme les Sixers, euh, qui ont commencé très mal et, euh, En plus, ils sont et encore dans la bataille, qui tu sont vois. remontés. Ils sont pas C'est vraiment ça. perdus en mode on va Ils ont tanker. la marge. Ils sont vraiment au coude à coude avec Miami pour être 10e. Donc ils sont encore en bataille pour le play-in. À mon avis, évidemment, Ils ont c'est la décevant marge. parce qu'on s'attendait tous à, dans un cas où ils étaient en forme, on s'attendait tous à ce que ça vise le top 4 peut-être. Mais Mm. donc oui, évidemment, là-dessus, c'est décevant, on peut pas se le cacher. Maintenant, oh, il y a la marge, il y a d'autres équipes avant qui doivent tirer la sonnette d'alarme. Oui, oui, oui. Bah nous, par exemple, tu Oui, vois. oui. Donc, Ou même juste en dessous des Bulls, hein. Actuellement, on est Washington qui est en 11-16, c'est catastrophique avec les 6 loses de suite. C'est vraiment. après, on les attendait pas là. Pour moi, ils ont fait un très très bon début de saison, et pour moi, c'est une logique. Ça va dans la veine de plein d'autres équipes qui font un début de saison très très solide et qui montrent des bonnes bases, et qui après redescendent en termes d'intensité et de jeu parce que les équipes qu'on attendait un peu plus haut se réveillent. Donc ça, pour moi, Certes. c'est une En fait, tu descente vois pas où ils logique. vont. Tu vois pas où ça va du coup comme projet. Si ça, Pour si moi, il n'y ça, a pas de projet, si ça c'est marche ça. justement, c'est tant mieux. Ouah, si ça galère, tant pis. Enfin bref, ça fera l'objet d'une chronique juste à côté. C'est ça, mais globalement, pour moi, les Wizards, il y a un gros point d'interrogation parce que même en termes de draft, il y a des gars comme Hachimura, comme Abdija qui ne sont pas assez exploités, je trouve, et depuis quelques saisons, c'est vrai que c'est le point d'interrogation. Depuis finalement l'époque Bill Wall, quoi. Donc, mais bon, comme tu l'as dit, ça va faire l'objet d'une autre chronique. On termine cette chronique des Big News avec l'action de la semaine, qui est une action en commun, qui est ce magnifique windmill de Zion qui est magnifique, déjà en termes de dunk. Fais un contrôle Ouais, de dunk, il s'il te sautille plaît. sur un trampoline. En vrai, Voilà, il est magnifique et j'ai beaucoup aimé sa déclat parce qu'après on aura l'occasion d'en parler aussi du côté des Pels, mais ça a fait un petit peu remous. En plus là, on a eu l'image qui ce conflit est à l'origine finalement de Chris Paul qui est débile, mais j'ai beaucoup aimé la déclat de Zion en conférence de presse où il dit: ces gars-là on kick mon équipe au premier tour. Je me devais de mettre un point d'exclamation à notre il a rivalité. raison. Et En ça, fait, il y je a une trouve rivalité, donc en incroyable. fait, ça se comprend. Après, en fait, moi perso, j'entends les deux aspects. En fait, si si tu finis un match et que tu as la place de marquer, la politesse voudrait que tu ne le marques pas parce que voilà, aucun intérêt de juste faire gonfler les stats alors qu'il n'y a pas de défense, il y a rien, ça vaut rien. Et surtout pour faire un dunk comme ça qui juste en fait est à but d'humilier en fait. Maintenant, maintenant, moi je sais que j'ai toujours appris, bon j'ai pas joué à très haut niveau, mais j'ai toujours appris quand je joue au basket que si à la fin il continue à marquer même sans la politesse, bah, c'est parce que tu défendais pas. Et il faut faire ce qu'il faut. S'il a un boulevard, C'est ça. c'est pas à lui de se dire oh là je vais pas marquer. C'est à toi de te dire il va pas marquer pour la fin. Pour moi, c'est une insolence, mais qui est explicable surtout que c'est pas. Enfin,
comme tu as dit, c'est une humiliation. Globalement, je crois que s'il met pas le dunk, il y a 126-117. Donc, c'était un match qui était dans Oui, c'est l'ensemble plié, c'est plutôt plié. serré. C'est plutôt serré en termes de score. Il y a que +9 et donc là, il vient mettre +11. Pour moi, je comprends en fait la frustration des Suns. On va en parler également aussi après. Je pense que cette frustration globale, ça va aussi avec le bilan collectif de la semaine qui les fait chuter en 4e position. Ils étaient premiers, ils descendent 4e avec un bilan en 1-3. C'est bête. C'est bête de réagir comme ça, notamment Chris Paul qui revient et qui finalement n'apporte pas grand-chose, quoi. C'est dommage, mais en fait, j'ai l'impression que personne n'est surpris. Genre Chris Paul, Ouais, c'est ce genre de frasque. On, on s'y attend. C'est très ouais. dommage. On est dégoûté, on n'en peut plus. Mais voilà. En fait, finalement, qui d'autre aurait pu déclencher ça et voilà. Patrick. Oui, voilà, voilà, c'est l'idée. Ou Rajon Rondo, allons-y, mettons le doigt dans Voilà. l'œil et let's go. Tu vois. Mais c'est non, Mais j'en peux plus. c'est dommage. Pour moi, la politesse, c'est une institution, c'est un petit peu une base, on va dire, de la NBA. Comme tu as dit, on est poli si on gagne. Là, il est à domicile, il veut faire le show. C'est une action qui est magnifique. Et comme tu as dit, enfin, comme je l'ai dit, plutôt, c'est un point d'exclamation. Et, euh, et moi, ça me dérange pas. Moi, je trouve que effectivement, c'est. Mais bon, on va en reparler après. Quelle action incroyable de Zion, et ça nous permet d'emboîter directement avec notre deuxième rubrique, le bilan de la ligue, et on attaque avec les aspects négatifs de cette semaine. Du coup, ouais, moi c'était pour parler des. Bah, justement, on abordait bien le sujet. C'est les Wizards, moi, qui me déçoivent énormément. Alors, loin de moi l'idée de dire que j'en attendais bien plus, surtout avant la saison. Moi, je ne sais même plus combien j'ai classé, mais en tout cas, je sais même pas s'ils étaient vraiment aux abords du play-in. Mais là, ils sont encore en dessous. Ils viennent d'enchaîner 6 défaites d'affilée. Ceux qu'on commençait à croire en début de saison avec les premiers matchs, ça s'est très vite essoufflé. Il y a eu un gros coup de un gros taquet derrière la nuque. Là, c'est terminé. Ils se sont pris un bus. C'est bien simple. Euh, les Wizards, c'est dommage parce que bah, justement, quand on en parlait, Kyle Kuzma qui était bon, Bradley Beal, il est riche. Will Barton, c'est décevant, mais enfin, il fait du Barton, mais depuis le banc. On était très content pour Avdija qui commençait à bien percer. Il y avait du Delon Wright aussi qui était intéressant. Ça allait en fait, ça commençait à se former. On se disait bien que ça allait pas aller très loin, mais on s'attendait à quelque chose de mieux. Et bah là, voilà, leur score part pour eux-mêmes en fait, pour lui-même pardon. C'est vraiment c'est naze. Et encore une fois, on voit un Porzingis qui est tout feu tout flamme début de saison et 10 matchs après le début de la saison, ça y est, il s'écroule, il est naze, il arrive plus à shooter, il est plus impactant, la défense elle est aux fraises. C'est ouah, c'est catastrophique. Et encore une fois, en fait, tu te dis quelle marge de manœuvre tu as quand tu as Bradley Beal qui a le plus haut salaire de la NBA. Qui tu sais pas en fait, tu sais pas ce que tu peux faire, ce que tu peux en faire. Tu sais pas vers quelle direction tu tends. Tu sais que justement tu veux essayer de construire au maximum autour de tes jeunes. Donc Rui Hachimura, Deni Avdija et d'autres, ouais, même un Isaiah Todd ou un Jordan Goodwin ou autre. Tu veux essayer de percer autour et aïe aïe aïe, c'est poussif et bah t'en vois pas le bout en fait. T'es vraiment coincé. Et tu attends simplement que un Miami commence à te draguer pour avoir un Bradley Beal parce qu'eux aussi sont dans la naze. Donc on verra où ça en est, mais ouais, dans l'ensemble c'est très décevant. Et ouais, bah encore une fois, ça va commencer à tanker pour aller chercher un best pick, enfin un first pick. Hein. Ça, On en est là. c'est décevant, ils enchaînent en fait ces saisons où ils essayent de récupérer et de construire autour de Bradley Beal. Pour moi, c'est une erreur de vouloir construire autour de Bradley Beal. Il est encore jeune, il a encore 29 ans, il faut profiter de ces années très attractifs pour finalement aller récupérer une pièce dans un trade et essayer de construire autour de quelque chose. Moi, je pense que il serait peut-être temps, parce que ça fait 2-3 ans qu'on entend parler de son départ. Il signe une mallette de cash aussi grande que ma maison. Pour moi, les Wizards, il y a un dilemme. Ils hésitent à construire autour de stars, autour de noms, avec du Porzingis, avec du Bill, Kuzma, qui, bon, cette saison, pour moi, est leur meilleur joueur. Et entre-temps, comme tu l'as dit, il y a quand même
heu, un bon réservoir de jeunes, des bonnes individualités qui ne demandent finalement qu'à jouer et qui ne sont pas suffisamment exploitées donc à voir, mais je pense qu'effectivement, c'est dans la logique de ce projet sportif qui a cliqué en début de saison. Ils avaient pas non plus un calendrier qui était difficile, heu et ils ont joué des équipes, qui étaient dans le dur, notamment en début de saison. On leur souhaite quand même, de de récupérer un bon pic parce que Oh, on pour leur moi je les souhaite vois bien pas du courage, hein, rebondir. franchement, les fans. Wizards France, moi sur Twitter, il me. Ouais, il est très très drôle de base, mais. Enfin, ils sont très drôles, mais ils me dépriment, je suis trop triste pour eux. Parce que justement, tu te dis, en fait, C'est ton dur. franchise player, t'y es pas attaché, il est pas attaché à toi, t'en peux plus. Et tu te dis juste, vivement qu'il s'en aille, mais pour qui, pour combien, pourquoi? En fait, tu te sens bloqué et tout dépend d'un seul joueur qui a voulu empocher le pactole. Et t'es coincé. C'est ça. Là sur les 10 derniers matchs pardon, ils sont en 1-9. C'est abominable. Ils ont le pire, même les Spurs, les Rockets ou les Magic ou les Pistons, ils ont un meilleur bilan. Tu à l'est, tu parlais des Wizards. Moi, je vais filer directement à l'ouest avec, on en parlait d'ailleurs dans l'action de la semaine, mais les Suns. Les Suns qui font, une semaine, mais totalement à l'opposé de ce qu'ils ont proposé la semaine dernière. Ils sont en 1-3. Ils ont affronté, et ils ont perdu pardon face aux Mavs, face aux Pels et face aux Celtics, qui sont quand même des équipes de haut rang. Les Mavs un petit peu plus en dessous, mais c'était des rendez-vous qui étaient significatifs pour, finalement, instaurer, le saut Suns, sur la ligue et dire: «Oh, on n'est pas à la rue, même sans Chris Paul, on gagne des matchs». Et puis là, cette défaite, face aux Pels, elle fait très, très mal. Elle est dans la lignée finalement de cette dégringolade sur ces 4 derniers matchs où ils ne sont pas au rendez-vous. Devin Booker est à côté de ses pompes, il est out ce soir et je comprends absolument pas, finalement ce gap finalement entre ces 2 semaines puisqu'il a fait qu'un match à 20 points, tout le reste c'est en dessous. Son pourcentage au tir, il est aux alentours des 30 donc c'est, on sait pas trop ce qui se passe. DeAndre Ayton, pour moi, depuis le début de saison, heu, il est un petit peu, enfin ses performances sont un petit peu occultées par le fait qu'il y a eu un Devin Booker de gala et surtout un Mikal Bridges qui est mais franchement incroyable. Moi j'adore ce joueur et je suis très content de ce qu'il devient. Mais Ayton, globalement c'est moyen. C'est quelqu'un qu'on demande à être au moins en 25-15, enfin 25-12 je vais être gentil. Là il est en 18-9. C'est c'est en dessous de ses standards. On en parlait en début de saison, toi tu les mettais très, 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 très loin. Tu les mettais même hors play-in parce que tu pensais que ça allait éclater. Finalement, Je ça m'attendais, ça part pour très ma bien. défense, ouais, voilà, je m'attendais vraiment à ce que dès le début de saison, Ayton s'applique pas et ça cherche un trade et du coup tout explose parce qu'entre-temps il y avait Jake Crowder qui voulait partir, donc voilà. Moi il y avait un C'est contexte, ça. disons. J'ai Il pas y avait un contexte. C'était une hot take. de fou, Tu partais d'un de principe. fou, mais voilà. Heu, Finalement là, bon je vais pas les enterrer du tout parce que bon, voilà, c'est une semaine, où ils sont à côté. On leur pardonne, mais il faut quand même, bien repartir parce qu'il y a eu les matchs face aux Mavs et face aux Celtics, ils sont à côté, mais dès le début. C'est-à-dire qu'ils prennent l'eau dès le premier quart-temps. Ils se prennent un +15, un +20 et ça revient jamais, quoi. Et après l'unit qui va faire des performances, essayer de rattraper les choses et réduire le parce qu'il y a du garbage time, ils vont réduire un petit peu l'écart. Mais, moi je suis très déçu parce qu'il y a le retour de Chris Paul où on se dit: «Ah putain, attends, les Suns sans Chris Paul ça a cliqué. Avec Chris Paul, qu'est-ce que ça va donner?» Il est de retour sur les 2 derniers matchs. Il fait un gros match quand même, face aux Pels, si je dis pas de bêtises. Il a 24 points avec 8 assists, 8 rebonds et 7 assists. Donc, c'est quand même un bon Chris Paul parce que depuis, son arrivée aux Suns, il est plutôt dans les standards de 15, 5-9, tu vois? Et je sais pas, en plus on en parlait juste avant avec l'action de Zion, mais son coup de coude dans la gorge de Alvarado est moyen. On sait qu'il y avait une rivalité déjà, depuis la saison dernière où Alvarado était en train de voler et chipper des ballons en se cachant dans le corner et Chris Paul lui avait dit: «Dégage, pas avec moi». Mais là, je trouve que c'est très moyen et les réactions des Suns me déçoivent quand même. On peut être frustré, mais pas en venir, à créer un bif comme ça au milieu de terrain juste parce que tu t'es fait casser la gueule par actuellement, la meilleure équipe de la ligue. La meilleure équipe de la ligue, tout simplement. Et d'ailleurs, je pense que ça fait une belle transition pour toi parce que on parlait des Suns qui se sont fait casser la gueule par les Pels et je pense que dans le plus de la semaine, tu vas peut-être parler à l'ouest
d'une certaine équipe avec un gars qui est sur ressort. Mes Pélicans sont très très balèzes en ce moment. Ils sont, enfin, je dis mes Pélicans simplement parce que, bah, pour moi, ils sont devenus mes Pélicans depuis qu'il y a CJ McCollum qui est arrivé, depuis que ils ont un effectif qui est très intéressant, très 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 classe. Pour moi, c'était vraiment en termes de 5 majeurs. C'était vraiment, en tout cas à l'Ouest, un effectif qui pouvait se taper avec Minnesota. On voit très bien ce qu'il en, ce qu'il en ressort entre les deux, parce que justement, je mettais. Ça, oui. Non, mais en vrai, je me souviens qu'on avait vraiment ces discussions en mode lequel est le meilleur 5 majeur. Et moi, je débattais, je me battais avec des oncles pour mettre les pelles devant. Et je les mettais top Pour 2. l'instant, tu as raison. Je les mettais top 2. Tu me devais un short s'ils étaient top 2. Bah écoute, en ce moment, ils sont premiers. Ils sont vraiment, pour de vrai, ils sont vraiment fabuleux. Ils ont vraiment un effectif qui est bien construit, qui fait ce qu'il faut. Ils font le taf. Ils arrivent à gérer les gros matchs. Et ils ont été un petit peu à la peine au début de saison, mais sinon, ça c'est très vite revenu. Zion qui est vraiment, bah, encore une fois, qui est flamboyant. Il commence à tirer des 3 points. C'est vraiment l'enfer sur terre. Puis en plus, ouais, encore une fois, la vitesse de dribble, la vitesse d'action de Zion, moi je suis vraiment, je t'assure que je suis vraiment subjugué. Vraiment, il va très très vite. Il démarre au quart de tour et c'est pour vraiment genre spin move, dribble, let's go, dunk. Il est terminé. Et tu peux rien faire en Il est fait. La très seule très chose, fort. tu peux que regarder autour de lui. C'est très bien construit. Il manque encore une gramme. Sinon, il y a un très bon coaching. Il y a un très bon CJ McCollum qui arrive à bien organiser le jeu. Il y a José Alvarado qui est là, qui fait le taf. Il y a Larry Junior qui sort du banc. Il y a Garrett Graham, Temple, il y a Devontae Graham aussi, ouais, qui est impactant. En fait, il y a du monde et c'est très sexy, c'est très classe. Et tu te dis, en fait, bah, pour l'instant, jusqu'où tu t'arrêtes, rester le plus possible en dehors des blessures. Zion, on sait que c'est vraiment son point droit, en fait. Et rester en dehors des blessures, continuer à être dans cet effet de groupe. On voit que le groupe, en plus, vit très bien. Donc, non, moi, je suis vraiment, je suis aux anges pour eux. C'est trop bien ce qui se passe. c'est honnêtement, je pense que pour beaucoup de personnes, sauf pour toi, même pour moi, vu que tu m'avais un peu, quand même convaincu, moi je les avais mis hors playoff parce que j'étais un petit peu trop chauvin avec les Lakers, mais je les voyais bien top 6 quand même. Ça a surpris beaucoup de monde et j'ai hâte parce que, bah, finalement, ils montrent qu'ils ont tiré contrepartie du trade en se débarrassant pardon, de Davis et que finalement il y a des confirmations et que tout ce qui en découle est positif. Et ça, je suis très content pour eux. T'étais à l'ouest, moi je vais filer à l'est pour parler de notre cher Kevin Durant et de ses Nets qui bah, se refont la cerise tout simplement. Ils sont top 4, ils finissent la semaine en 3 victoires, 1 défaite en affrontant les Pacers, Atlanta, Charlotte et Boston. Globalement, c'est super positif. Ils prennent 2 places dans le classement, ils s'installent un petit peu quand même et ils font taire les critiques, notamment avec des déclats qui se comprenaient, mais étaient un petit peu houleuses de la part de Kevin Durant en disant: «Bah ouais, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec cet effectif?» Heu, il a pas fait grand-chose, c'est vrai. Ils commencent la saison, ils sont en 6-9, pas de mauvaise vanne et là depuis, globalement le retour de Kyrie et depuis cette déclat, ils sont en 10-3, depuis la mi-novembre. Donc là, ça fait un mois, ils ont un très, très bon bilan. Pour moi, le retour de Kyrie, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je pense que tout le monde aime, le joueur de basket, mais personne n'aime la personne. Mais il apporte énormément, en fait, il apporte un second couteau offensif et un second danger qui était, pas représenté par quoi? Par Seth Curry, sur certains soirs, ou Nick Claxton, ou même Royce O'Neal qui avait fait certains éclats, mais c'est vrai que ça manquait un petit peu. C'était en attaque, on savait que ça allait passer par Kevin Durant. C'est d'ailleurs pour ça qu'il avait été, joueur de la semaine dernière et le retour de Kyrie fait un bien fou, sans déconner. Ça tire, ça dribble, ça drive et on sent je suis pas non plus convaincu par le projet des Nets. Je suis pas non plus convaincu par le projet des Nets, globalement. Je pense qu'ils ont eu un calendrier qui était, correct sur les 13 derniers matchs, pas le plus facile ni le plus compliqué. Je sais pas ce que ça va donner parce qu'effectivement, ça pour l'instant ça gagne. Après pour moi, c'est loin d'être des contenders et ils sont loin d'être installés, pour moi dans le top 6 parce qu'à tout moment ça peut descendre. Là, ils sont sur une pente, ascendante donc ça fait très plaisir. Mais, à suivre. Moi, en tout cas, je trouve que c'est cool pour, la Nets Nation.
qui, depuis finalement l'arrivée de Kevin Durant, vit, un petit peu, les montagnes russes avec, ce match 7 face à Giannis et puis après, cette branlée face aux Celtics avec les problèmes de James Harden et puis là, en début de saison, on donnait pas cher de leur peau finalement et hem et donc très content quand même pour eux globalement, notamment mention spéciale à la seconde unité des Nets qui arrive à prendre une belle victoire face à des Pacers, qui étaient quand même bien emmenés par Tyrese et cetera. Une victoire un peu à l'arraché avec un Cam Thomas, si je dis pas de bêtises, qui fait, qui emporte l'équipe. Je crois qu'il a plus de 30 points et Il est à bon, c'est 33, ouais. chouette. Justement, ouais, le dernier match, 33. justement, c'est la définition même du groupe qui a surpris. Parce que, alors la liste des injuries était énorme. Seth Curry, Joe Harris, Kevin Durant, Ben Simmons, Kyrie Irving, Nick Claxton. Et si je ne dis pas de Ça fait bêtises, mal. il manque même un Royce O'Neal. Donc c'était vraiment le 5 majeur était composé de Patty Mills, Edmond Sumner, Kessler Edwards, McKeith Morris et Deron Sharp. Et ils ont réussi à gagner contre les Pacers. Non mais en vrai ouais, c'est vraiment genre, t'as payé ta place, t'es dégoûté, tu vois rien du tout. Mais, Bah, mais, moi ça, j'aime mais ça a bien. gagné. C'est comme, Jared Culver, je crois. Non, c'est Jared Culver avec, les Bucks qui avait fait pareil un match, incroyable. Attends, ça se trouve j'ai de la grosse merde. Ça se trouve c'est pas du tout lui, laisse-moi retrouver son nom. Javon Carter, pardon, Javon Carter, qui avait fait un gros match. Donc c'est chouette. Après, bon, les Nets, je pense qu'ils peuvent encore plus se renforcer, notamment avec Ben Simmons, qui là est absent depuis quelques temps. Puis il y a TJ Warren qui Et revient, quoi, si tu vois. TJ Warren, alors qui a fait effectivement un bon match, je crois d'ailleurs dans la victoire face aux Pacers. Je me souviens plus, mais il fait un petit match à 15 points où ça reste quand même convaincant et tu te dis bon, ça fait de la profondeur de banc. Il y a Seth Curry qui, sur les dernières rencontres, est assez précieux en termes de shooter, parce qu'on sait que Joe Harris n'est pas du tout au rendez-vous et qui d'ailleurs sur la 7, là il n'est pas dans les trade rumors, mais il pourrait très bien l'être parce que ça ne clique pas du tout. Et puis Ben Simmons aussi, qui pour moi va être probablement une pièce à trade, parce que pour moi il sert à rien dans le collectif globalement, et que bon, ça fait de la peine pour le joueur, mais je sais pas où il va aller, donc qui va vouloir de Ben Simmons, et il va falloir que le gars se refasse la cerise, prouve que finalement il est quand même bon et que ce qu'il a apporté à Philly, il peut l'apporter ailleurs. Parce que là, c'est cata. Mention spéciale à Nick Claxton, que je trouve très clean. Globalement, c'est la belle révélation et j'aime beaucoup le joueur et j'espère, à l'image d'un Jarrett Allen il y a quelques années aux Nets, qui va pouvoir prendre un petit peu du galon et faire ses armes aux Nets à côté de Kevin Durant. C'est un bon profil, vertical, athlétique, vraiment à l'image de Jarrett Allen qui peut, je pense, dans 4-5 ans, être un MIP. Il a le profil pour être MIP et aller chercher, je dirais pas une sélection All-Star, mais aller chercher, être un bon role player dans une équipe qui est contender. Bon, pour faire une synthèse globale du classement général, en grosse mention, les Pels qui prennent 2 places dans le classement. On n'a pas parlé de Memphis aussi, Memphis qui a fait une belle semaine en 4-0. Alors ils n'ont pas eu des gros contenders quand même, si je dis pas de bêtises, mais ils prennent la deuxième place. Donc c'est cool parce que sans Desmond Bane, on sait que Ja Morant sans Desmond Bane, ça gagne pas forcément. Et que d'ailleurs Ja Morant est complètement sorti des tops de MVP après son début de saison totalement fantasque, mais donc cool pour Memphis. Et puis j'aimerais quand même mentionner aussi Portland. Portland qui fait un beau run. Là, ils prennent 3 places. Alors on sait que c'est quand même très très serré dans la conférence Ouest. On gagne une place, on gagne une victoire, on prend 10 places. Mais Portland Ça va reprend un petit peu du très très rythme. vite, hein. Il y a une victoire de différence entre le top 6 et le top 11. Ça va très très vite. C'est ça. Mais bon, mention quand même spéciale pour Portland. Et puis du côté de l'Est, on en parlait, mais les Nets qui s'installent en 4e position, les Sixers aussi qui s'installent en 5e position. Et puis Intéressant, à sans Maxey, ça mentionner, c'est intéressant, hein. c'est vrai que le retour d'Arden fait du bien. Nous, on a payé un peu les pots cassés, parce Tobias qu'il Harris en il plus a- qui est plus ou moins sur la sellette, essaye de voir ce que tu vas en faire. James Harden qui est en deçà de ce qu'on a toujours vu, mais qui arrive à faciliter le ouais, jeu. il nous a cassé la gueule, hein. Joel Embiid Honnêtement, qui il est n'a pas perdu son vraiment shoot, hein. Joel Embiid qui est sur un petit nuage. Non, en vrai, ça se débrouille, hein. C'est Ça dommage, parce que moi promet. je veux que Doc Rivers soit dégagé. Mais c'est pas grave. Oui, je l'aime pas non plus. Puis j'aime pas globalement les Sixers.
Mais c'est cool pour la Sixers Nation. Après, en négatif, c'est vrai qu'il y a Atlanta qui perd 3 places. On parlait des Wizards aussi qui perdent des places. Et puis New York qui, mine de rien, prend 3 victoires et en 3-0 sur la semaine et prend 3 places. Ils étaient 11e, Ils sont à l'équilibre, ça y est, 13-13. ils passent 8e. Ouais. Ils ont fait une belle semaine. Fini pour le bilan de la ligue et on attaque directement avec le joueur de la semaine. J'attaque à l'Est avec, bon, un classique, Yanis. Yanis Antetokounmpo qui fait une semaine en 3-0, encore une fois. Toujours dans des standards royaux, même avec l'arrivée de Chris Middleton, on aurait pu se dire bah il va perdre des points. Pas du tout, il est en 32,3 points, 9,6 rebonds, 5 assists, une interception, 56% au tir, 83% à 3 points. Alors c'est un volume de shoot très bas, hein, il prend 2 tirs par match, mais si ça peut être une menace à 3 points en plus, le mec est inarrêtable, j'adore les Bucks, j'adore Giannis. C'est pour moi, avec Boston, et même les Cavs, mais un des projets les plus jolis en termes de construction de la NBA depuis des années. Donc moi je suis court sur Giannis, il est juste incroyable, c'est un dragster, il s'arrête jamais. Et premier degré, en 7 matchs, je vois pas qui peut arrêter les Bucks, surtout avec la force de caractère et de conviction et de persévérance dont fait preuve Giannis sur l'ensemble de la saison, à l'image de cette échelle et de ses lancers qu'il veut refaire parce qu'il a perdu un match au lancer. Moi j'adore. Et toi, de ton côté, qui as-tu pris à l'Ouest? Bah moi du coup ce sera rien de très extravagant et justement à mon avis ça va être très court sur cette période d'ici, mais pour moi c'est Zion aussi qui justement est à l'image de ce qu'on attendait la saison dernière quand on le voyait énorme à côté du parquet, qu'on se disait mais en fait ce joueur ne va jamais revenir, ou il va se casser, ou il est terminé. Maintenant le gars il est revenu, il est en forme, il est sur de très hauts standards, il lead vraiment son équipe actuellement à 24 points, 7 rebonds, 4 passes. Il compile il fait des partitions contre les Suns justement dernièrement. Là, actuellement, à l'heure où on parle, il est justement en train de coller une fessée, bon, pas vraiment, mais en tout cas de très bien jouer face aux Suns. C'est vraiment, il est ailleurs, il est tout le temps sur, ouais, il est au-delà des 20 points quasiment à chaque fois. Il tape les 35 de temps en temps. C'est En fait, c'est grâce à lui que le jeu est facilité, que le jeu est rendu de plus en plus beau, de plus en plus intéressant, même en l'absence d'Ingram. Là, on pouvait se dire que ça pouvait plomber. Bah non, en fait, c'est peut-être lui en fait qui fait que l'équipe est maintenue, arrive à première. En plus, c'est lui qui vraiment est la voix de l'équipe aussi. De ce qu'on voit, c'est celui qui gueule un peu sur le terrain, qui engueule les arbitres quand ses copains se font taper, qui essaye de justement les couvrir en essayant comme il dit, mettre des points d'exclamation face à leurs rivaux, parce qu'il enrage encore de la saison dernière où ils se sont fait évincer. Non, c'est vraiment admirable. Et du coup, bah voilà, Zion en forme, c'est Zion All-Star, hein, c'est tout. Il mérite finalement toutes les attentes qu'on avait en lui. On attend encore plus évidemment, mais voilà, on est sur de très beaux standards. Et on croise les doigts pour que ça continue pour lui parce Ouah, que il se tord la cheville, c'est terminé. ça fait très très mal aux Pels. Mais bon, on enchaîne avec la 4e rubrique qui est un petit peu dans la même lignée que le joueur de la semaine avec le joueur exotique de la semaine. Tu étais à l'Ouest, donc je vais rester à l'Ouest et je vais parler de Alvarado. On adore les Pels. On adore les Pels, mais je pense que les Pels, c'est vraiment le thème de la semaine, tout simplement parce qu'ils nous ont fait rêver et que cette prise de première place, c'est aussi un effort collectif. Alvarado qui, malgré un match un petit peu en deçà, je crois face aux Celtics, si je dis pas de bêtises, il est quand même sur la semaine à 20 points avec un rebond, 2 passes, 2 interceptions, 46% au field goal, 52% à 3 points. Une grosse performance face à Denver où il met 38 points. Je l'ai vu quand il jouait face à nous en début de saison. C'est un impact réel sur le banc. C'est le leader vocal du banc.
c'est pas que le mec qui va piquer des ballons dans le corner au meneur dans la première partie du terrain. C'est un gars qui court. Mais vraiment, quand je parle de gars qui met du rythme, c'est quand il rentre sur le terrain. C'est le chef d'orchestre de la seconde unit, c'est-à-dire qu'il va courir, ça va driver, ça va prendre des shoots de première intention, ça va les mettre, ça va avoir du hustle pour directement mettre la pression sur le porteur de balle. C'est très impressionnant et bon, on va pas non plus s'étaler sur les Pels, mais je pense que c'est dans la lignée de cette puissance collective que sont les Pels. Moi, de mon côté, je vais parler du coup pour partir à l'est pour l'exotic player. Je vais partir sur les Cavs avec Evan Mobley, qui pour moi a été vraiment vraiment intéressant. Donc c'est dommage parce que justement et ça, ça se traduit pas forcément par la victoire et ça reste un peu en dents de scie, mais dans l'ensemble, il est sur des standards de Deepoy ou futur Deepoy, voire candidat Deepoy pour cette année. Vraiment de la très bonne défense du rebond. Il commence encore plus, j'en parlais déjà il y a une semaine ou deux, je ne sais plus, mais il commence déjà à avoir du handle, à pouvoir essayer de commencer à produire en attaque. Ça reste un peu poussif pour être honnête, mais non, pour l'instant c'est trop intéressant, c'est très intriguant en fait dans cet effectif. En plus, on voit que c'est un taiseux, il fait son travail, ah, puis en plus il est longiligne, c'est presque difforme, on sait pas ce qu'il va faire avec ses grandes mains, mais à chaque fois il arrive à se débrouiller. Et non, dernièrement c'est bon, c'est la défaite face aux Kings où il compile avec 7 points, avec 16 points, il a un mauvais shooting, mais ça se fait. Il commence aussi à tirer 3 points. Bon, ça se traduit pas toujours par des cartons pleins justement. Il a eu quelques déboires à ce niveau-là. Mais sinon, non, ça reste trop intéressant. Ça reste des fois des copies parfaites quasiment. Avec je vois là justement du 9 sur 10 contre Orlando, 1 sur 1 à 3 points. 13 rebonds, 4 assists, 2 blocs et un steal. Non, vraiment, pour moi, il est partout. Il est trop intriguant. Et à mon avis, les Cavs doivent le chérir comme jamais. Parce qu'à mon avis, c'est vraiment la pièce d'avenir. C'est trop bien. Claire, tu parlais de jeunes. Quelle transition magnifique pour enchaîner sur le point sur la course. Et cette semaine, on s'attaque non pas au MVP, non pas au DPOY, mais au Rookie of the Year. Une catégorie qu'on aime beaucoup parce qu'on aime beaucoup suivre les jeunes et l'éclosion des petits bébés en NBA. Mais là, on va s'attaquer à mon gros cul. Oh, je suis affalé sur ma chaise. Là, ça m'a zappé. Genre, oh la vache. Ah, je vais même pas le couper ça. Du Oh, coup, bah si. non. Ah ouais, d'accord, très bien. Du coup, on va parler du Rookie of the Year avec, comme à chaque fois, j'essaie de chercher à droite à gauche différents rankings. Et là, c'est tout simplement celui de la NBA que j'ai trouvé globalement plutôt juste. Et dans les autres classements, pareil, c'est relativement similaire. On met en premier le premier pick de cette QV, Paolo Banchero, 21 points, presque 7 rebonds, presque 4 assists. Il joue 20 matchs sur 27. Bilan collectif laisse à désirer, 7 sur 20. Et j'ai quand même pris le temps de regarder parce qu'il a été absent 7 matchs et que sur les 7 matchs où il n'est pas là, il y en a 3 qui sont gagnés sans lui. Donc sinon, globalement, il serait, si je suis pas trop débile en calcul, il serait en 4-16. Voilà. Donc c'est pas non plus, c'est pas incroyable. Moi, je sais que j'ai pas forcément envie de le mettre Rookie of the Year pour la simple et bonne raison que bah, il y a quelqu'un qui le talonne bien, qui s'appelle Bénédicte Mathurin, qui est 6e pick de la draft, et qui lui, contrairement à d'autres, bah, il a un bilan positif. Il est 6e à l'Est, dans un collectif de jeunes, il est en 14-13 avec les Pacers, et il est surtout à 27 matchs sur 27, avec une ligne de stats très clean, 18 points, 4 rebonds, 1,5 passes. Et moi, vraiment, c'est quelqu'un que je préférais voir au-dessus, parce que j'aimerais bien qu'on récompense non pas les performances individuelles, bon, on voit qu'il y a quand même un gap entre Banchero et Mathurin, mais j'ai l'impression que globalement, Mathurin
est bien plus important en termes de sixième homme et un meilleur artisan dans la réussite collective de son équipe. Quand on voit qu'au Magic, le projet, c'est pas forcément tourné autour de Paolo Banchero. Il y a du Franz Wagner qui marche bien, il y a du Mo Bamba, il y a du Bol Bol qui se révèle. Donc, globalement, la course, elle se joue entre ces deux clients-là. Après, il y a quand même des très bons gars. Il y a notamment Jaden Ivey chez les Pistons, Ouais, Jaden Ivey, voilà. qui, dans la même veine que Paolo Banchero, le bilan collectif, c'est 7-21. Ok, il est dans le 5 majeur. Hein. De toute façon, il y en a, si je dis pas de bêtises, il y en a 3 qui sont dans le 5 majeur. Il y a Paolo Banchero, Jaden Ivey et Keegan Murray, qui est un peu plus bas lui aussi. Jabari Smith aussi. Il y a Barry Smith aussi qui est dans le 5, pardon. Donc il n'y a que Mathurin qui est 6ème homme dans ce top 5. Mais c'est vrai que Jaden Ivey, c'est quand même très sexy. C'est presque 16 points, 4 rebonds, 4 passes, 24 matchs joués. Donc un bilan qui reste aussi négatif. À l'image, pareil, de Jabari Smith qui est à presque 12 points, 7 rebonds, 7-18 en termes de bilan collectif. Et après, on retrouve du Keegan Murray qui a 11 points, 4 rebonds, une passe en 14-10, 5e à l'ouest, où clairement c'est une pièce dans la rotation. Il est poste 4 installé et il est très très sérieux en termes de rookie dans un effectif de jeunes qui est très prometteur et qui n'était pas du tout attendu à ce niveau. Donc globalement, c'est ça le top 5. Euh, pour moi, il y a vraiment deux personnes qui se décrochent du reste. Mais moi, je sais pas ce que tu en penses, mais Pour moi, Jaden Ivey se détache en plus de ceux qui suivent. En fait, c'est vraiment, il y a un top 2, puis le troisième, et ensuite le reste. Mais je tiens quand même à en citer quelques-uns qui sont. Bon, tout dépend de ce qui se passe dans la suite, mais qui peuvent être dans la course aussi. Moi, je pense à un AJ Griffin. Je pense à celui que tu détestes actuellement, mais Andrew Nembhard, qui est vraiment, sur un petit nuage depuis que Tyrese Haliburton a été blessé et que Andrew a justement mis un buzzer beater sur la tête de LeBron. Rick Carlisle s'est dit, bah attends, je vais te donner carte blanche pendant un petit moment. Tu fais ce que tu veux, et il a produit. Il a produit contre Portland, il a produit contre Golden State. Il gère en fait. Il a vraiment un portée de balle incroyable. Il a vraiment du très bon shoot. Il arrive à dribbler. Il efface très bien ses concurrents, enfin ses adversaires. Non, vraiment c'est prometteur en fait, et on s'attend à du bon. Ensuite, on a quelques autres que tu peux citer. Un Jérémy Sauchant, par exemple, qui est aux Spurs. Bon, est-ce que j'ai le droit de citer Shadon Sharp? Je saurais pas dire, parce qu'en ce moment, justement, il se prend un petit peu le rookie wall en pleine face. c'est une machine à mixtape. J'en Ah, ai rien c'est à un malade. foutre. Moi, je suis Mention en honorable. slibar à chaque fois qu'il fait un dunk. Bah, justement, en fait, tous les matchs, il y a au moins un ou deux alley-oop qui est pour lui. Il arrive à cutter, et justement, on le cherche. On le cherche parce que c'est visuellement ce qui lui plaît. Donc, non, non, on est trop content de Oui, ça. mais s'il vous plaît, ne le transformez pas en Blake Griffin. Il a des qualités autres. Non, Je veux non, pas que ce soit qu'un non, non, loin dunker, de quoi. là. Justement, il tire très bien à 3 points. Il a du handle. Il arrive à se créer son shoot à 2 points aussi. Il a beaucoup de. Justement, moi, c'est par ça que je suis surpris. Il y a beaucoup de moments où c'est vraiment lui tout seul qui se crée son tir Mm. sans bloc, sans rien. Il y va, il rentre, il fait un petit step back à 2 points, et ça filoche. Donc non, c'est assez propre. Mais on va pas s'étendre sur mon bébé. Il y a du Walker Kessler qui à Utah, moi, m'impressionne beaucoup. Il a vraiment un très bon physique. Ça peut être un bon dans la ligue, même si pour l'instant ça se transcrit Ouais. pas trop par beaucoup de minutes. Il est à 16 minutes si je dis pas de bêtises à Utah. Il y a un Dyson Daniels chez les Pels justement. Marjon Monchamp qui est à Milwaukee. Non, non, Jalen il y a du monde. Williams à Par OKC. exemple, Tari Eason aux Rockets par aussi, qui exemple. sont pas Donc, mauvais. non, non, pourquoi pas en fait. C'est une belle année. C'est une très belle Ça année de va, ouais, rookie, je c'est trouve. une bonne cuvée. Et Et il manque Chet Holmgren. non, mais c'est ça, c'est un truc de fou. Genre, en vrai, ouais, plus Et le tu problème, penses, c'est plus tu qu'il te dis, gagnera il y pas a le quelque Rookie chose. of the Year parce que l'année prochaine, en fait, Il y a Victor, hein. il y a Il y a Victor, UFO. let's go! Wemby! Mais c'est ça. Globalement, la course au Rookie of the Year, elle est très scindée. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont mettre Banchero parce que les stats parlent d'elles-mêmes. Moi, je serais plus d'avis de donner, honnêtement, actuellement, avec ce qu'il a montré, son impact, son utilité, son rôle dans l'équipe, je trouve que c'est un meilleur joueur que Banchero.
Voilà, donc moi, si ça tenait qu'à moi, je mettrais Bénédicte Mathurin Rookie of the Year, sans aucun problème. Alors que moi, je mettrais Montiro. Ok. Je vois qu'il y en a qui sont pas normaux. On enchaîne avec le point sur la TTFL. Je crois que pour tous les deux, c'est une grosse semaine, malgré un départ catastrophique. Ouah, le départ a été lourd. Moi, j'ai commencé avec du Devin Booker à 14. Donc Naz et Anthony Davis qui a la chiasse, qui a fini à 5 points parce qu'il s'en va. J'étais dégoûté. Il n'était pas annoncé comme tel et il est parti. Il en avait marre. Ouais. Donc terminé. Et ensuite, je suis remonté avec un petit best pick en milieu de semaine avec Joel Embiid, C'est 66. Mais dans l'ensemble, Miami m'a régalé, Siakam m'a régalé. Et ce soir, j'ai un petit James Harden. Oh, Donc, c'est un très bon donc on verra ce que pick. ça donne. C'est très très bon pick, James Harden. Merci beaucoup. Oh putain, Zion, moi, il va me proposer un truc là, je suis en train de voir les stats. Mais globalement, moi, cette semaine, je suis très heureux parce que j'ai commencé un peu moins mal qu'Enzo. Mais c'est vrai que je commence avec Booker qui a 14 points. Bon, vraiment, je suis en train de chier dans mes pompes. Et j'enchaîne avec Bam qui a 36. Donc c'est correct, mais bon, ils sont quand même. Il m'a fait 54 2 jours après, ça va? J'ai un peu le seum, surtout que c'est face à Détroit. Donc en face, la raquette, il n'y a pas grand monde. C'est Marine Begley, quoi. Siakam, je crois qu'on a pris globalement les mêmes pics. Je crois qu'on a pris tous les deux Siakam. Après, C'est ça. mon petit titou Damien Lillard, il est là, il met best pick, 67 points, merci monsieur. Anthony Davis qui met 60 points dans la défaite face Dans à une Philly. défaite, hein. Les deux, moi, c'est deux très bons pics dans la défaite. Et DeRozan, 54 points. Et là, ce soir, je vous dis en live and direct, là, Williamson, il est à 39 points, c'est ça. Et on est qu'au début du troisième quart. J'adore la vie. Et on va clore cette émission en posant la question sacrée. Comment vont tes Blazers, Enzo? Ça va de mieux en mieux. C'est encore un peu poussif, dans le sens où ça se traduit pas tellement par des victoires à foison. On est, si je ne dis pas de bêtises, en 3 victoires, 1 défaite sur les 4 derniers matchs. Donc non, c'est déjà ça, parce qu'en fait, il y a pas si longtemps, je ne sais même plus si on a atteint les 11e. Mais on est resté longtemps dans la phase play-in. Et là, justement, on vient de remonter, on est passé 6e, ça y est. Donc en plus, dans une win face à Minnesota, on était à 2 doigts, mais on s'est pris un buzzer par Jamal Murray, mais quand on était contre Denver, on gagnait avec un Damian Lillard qui refaisait son dame time. J'étais en slip. Mais malheureusement trop essolé, et Anthony Simons, ça y est, qui faisait un vrai mauvais soir pour une fois. C'était vraiment à 4 points dans le troisième quart, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'était vraiment pas fou. Au-delà de ça, sinon, on reste assez intéressant, mais moi, c'est la défense qui commence à nous faire défaut, j'ai l'impression. On partait tout feu tout flamme début de saison en étant en top 6, je crois, de défense, et finalement, on commence à être un peu plombé. Notre défense de zone a été décortiquée et étudiée par tous les adversaires, donc du coup, ça y est, maintenant, ils arrivent à s'adapter. On roll on switch sur tous les pick and roll, donc en fait, hier, dans le match face à Minnesota, et les défenseurs, enfin l'attaquant n'avait même plus besoin de demander un bloc, ça switchait tout seul. Donc non, ça reste encore un peu bizarre à voir ce que Billups veut faire, parce que visiblement, j'en vois beaucoup qui crachent sur Billups, mais visiblement c'est pas de sa volonté. Il est justement en train de pester contre les joueurs parce que ça applique pas forcément les schémas, parce que ça communique pas comme il faut ou autre. Donc à voir, mais je reste confiant. On a les armes qu'il faut. On a une grosse semaine qui s'annonce, et non, ouais, ça va, je suis satisfait. Au moins on a Lillard, au moins on a nos joueurs qui reviennent. Donc là, en plus, si je ne dis pas de bêtises, j'ai l'impression que c'est le running gag de la saison, mais Gary Payton 2, normalement c'est dans la semaine, hein, qui revient. Donc on verra, mais pour l'instant ça part bien. Ah, tu dois me demander. C'est à toi. Là, en fait, tu dois dire, hey, comment il Ah merde, les putain, 15? pardon mec. Attends, bouge pas. Attends, par contre, ta gueule. Attends, je dis. Ok. Mimi. Et toi, Nicolas, comment vont tes Lakers? Alors nous, globalement, sur cette semaine, on est en 1-3. On savait que là, le mois de décembre, je pense qu'on a un des pires
calendrier de l'année. Donc très difficile, mais on avait attaqué la semaine dernière avec 3 victoires d'affilée, Portland, Milwaukee, Washington. On s'était dit c'est très sérieux. Il y a malheureusement ce petit accident à Cleveland où notre franchise player, Anthony Davis, a la fièvre. Je crois qu'il avait presque 40 heures. Il a essayé de jouer 8 minutes, mais on voyait sur le parquet que c'était bien trop dur. On fait une performance globalement honorable jusqu'à, je crois, 4 minutes 40 de la fin. Puis Donovan Mitchell en a eu marre, donc il a mis la deuxième et puis il nous a enfumé. Mais bon, cette défaite globalement n'était pas. Les Lakers avaient montré un bon visage et une bonne compétitivité sans leur phare, qui est Anthony Davis. Et puis la défaite face à Toronto, c'est pas un match à regarder du tout parce qu'on avait Davis, Pat Bev, Wenyen Gabriel, LeBron James et je sais plus qui d'autre qui était out. Donc on avait vraiment que les jeunes qui ont joué. Et bon, on se prend une claque parce que les Raptors, eux, ont un projet de jeunes et tout le monde était présent. J'avais d'ailleurs pris Siakam, je crois, pour nous botter le cul. Et puis il y a cette défaite qui fait mal, je pense, au moral des Lakers face à Philly, où on avait le lancer de la gagne pour clore le match, et puis après on se fait casser la gueule en overtime. Donc ça fait un peu mal. Là, c'est vrai qu'on a écopé de 3 défaites d'affilée. Et là, à minuit, les Pistons, donc je pense que c'est une victoire qui est facile pour se remettre en confiance, puis finir ce road trip en 3-3, qui était un road trip globalement compliqué, puisqu'on a affronté Milwaukee, Washington, Cleveland, Toronto, Philly et Détroit. Si on arrive à être en neutre après ces 6 matchs, je pense très positif pour les Lakers, parce qu'on a montré globalement un visage très convaincant, avec des Austin Reeves, ou même Anthony Davis, qui est dans la lignée de... Pour moi, qui, si on avait un résultat collectif, il serait candidat MVP sans aucun problème. Là, il y a beaucoup trop de défaites dans le bagage. Moi, ça me fait un peu peur pour la suite parce que en fait, on est capable de montrer un visage très très convaincant, où on est une équipe chiante qui peut jouer totalement play-in, voire plus. Mais en fait, ce qui m'inquiète, c'est que là, on est en train de gâcher le prime de Davis. Davis qui, pour moi, pourrait se dire je vais baisser en termes de rythme et puis essayer de me focaliser sur ma carrière parce que je n'ai que 29 ans. Il est extrêmement dévoué à l'image de Russell Westbrook. Je trouve que c'est les deux qui sont, en tant que stars, sont beaucoup, mais vraiment beaucoup trop dévoués, même pour les Lakers. Ils sont à fond. On a retrouvé un Davis qui était en jambes, qui est royal, qui tourne sur les 13 derniers matchs à plus de 30 points, plus de 12 rebonds. Il est à plus de 60% au field goal. Enfin, il est incroyable. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que ce n'est rien. Là, on arrive à un point où si on enlève Davis de la rotation des Lakers, les Lakers ils sont en dessous d'une équipe comme Houston ou comme San Antonio. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose et c'est là pour moi qu'un trade doit intervenir pour probablement viser un petit peu plus haut, pour récupérer de la proposition offensive, parce que c'est compliqué. Il y a même des choix de coaching que je comprends pas. Arvin Ham qui met pas Thomas Bryant face à Cleveland. Donc on sent qu'on se cherche un peu. Pour moi, c'est une équipe qui va viser le play-in et le sweep premier tour des playoffs. Si je dois être très réaliste, même si moi je les vois plus haut parce que je suis pas du tout objectif. Et que d'un jour à l'autre, j'ai l'impression qu'on est les champions et que le match d'après, on est mauvais. Mais c'est vrai que je me pose des questions. LeBron James, que fais-tu? LeBron James, c'est extrêmement décevant, même si on se branle sur oh là là, il va dépasser Karim Abdul-Jabbar. Pour moi, il est catastrophique. Il a une sélection de tirs abominable et ce que je comprends, je finirai là-dessus, mais ce que je comprends pas chez les... Ça paraît évident. Le point fort, c'est Anthony Davis. Pourquoi, dans des moments de clutch, Anthony Davis n'a pas plus la balle? Et ça sera l'image de cet overtime face à Philly où on va se prendre un 10, même un 12-0 si je ne dis pas de bêtises, où plus aucun ballon n'est donné à Anthony Davis alors qu'il est l'artisan de cette remontada à 15 et on arrive à presque être avec cette erreur relancée. Donc mes Lakers vont coup-ci coup-ça. Même en début de semaine, on aurait pu dire que c'était les rois du pétrole. Là, il y a des défaites connes à voir. On a une semaine compliquée quand même. On va affronter Boston, Denver et Washington à la maison. Mais bon, il y a des trous qu'on peut attraper. Boston, certes, ils sont en back-to-back, mais ça va être compliqué. En tout cas, c'est la fin de notre émission. On termine sur les Lakers qui sont les contenders au titre. Et on vous remercie de votre oreille attentive à cette magnifique émission qu'est le Rip Show. On vous souhaite une très bonne soirée et on vous fait plein de des bisous partout et dans partout. Bibou, Il y ciao, a trop ciao. du cul. Il y a le trou du cul. Et oui. Allez, on s'attrape le samedi 38. Bye.